Y a-t-il un risque de crise financière imminente? Pas besoin de poser la question aux marchés boursiers qui ont encore enchaîné un excellent millésime en 2025. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. C'est vrai que, autant on va le voir, il y a des risques de crise potentiels qui s'accumulent, mais les investisseurs ne semblent pas vouloir en tout cas se projeter jusque-là et en parler, y penser. Oui, si on regarde le marché obligataire, bon, il y a un peu de tension sur les taux d'intérêt à long terme, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Les taux d'intérêt à long terme sont un peu élevés par rapport aux perspectives de taux d'intérêt à court terme. Enfin, rien de massif. Et puis si on regarde le marché des actions, à part sur la période de la fin de l'année 2025, où on a en particulier le marché des valeurs technologiques qui s'est un peu tassé, bon, enfin ces valeurs ont fait une année 2025 extraordinaire. Et donc il n'y a pas d'anticipation de crise financière visible sur les marchés financiers, quel que soit le pays qu'on regarde. C'est vrai aussi si on regarde des actions japonaises, des actions des émergents, etc. Mais pourtant, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui devraient davantage inquiéter les investisseurs, plusieurs mécanismes qui sont inquiétants et qui pourraient annoncer l'arrivée d'une crise. On va les passer en revue, mais est-ce que déjà au global, est-ce que le risque de crise financière n'a jamais été aussi élevé depuis la dernière crise financière de 2008? Moi, je crois qu'on a tous les ingrédients des crises financières du passé, c'est-à-dire d'une crise financière qui à peu près aurait les mêmes mécanismes que dans le passé et les mêmes causes que dans le passé. Donc, comme d'habitude, elle viendrait des États-Unis. Alors, elle viendrait des États-Unis, elle viendrait de la déréglementation, elle viendrait du développement de marchés avec de l'instabilité financière, et donc elle ne serait pas originale, mais ce serait une crise financière nouvelle elle serait nouvelle parce qu'il pourrait y avoir une prise de conscience, notamment que ces tombereaux de milliards de dollars investis dans l'IA pourraient être décevants, et qu'on pourrait ne pas avoir une rentabilité aussi importante que ce qu'imaginent les investisseurs. Alors, on peut peut-être prendre les causes. Moi, je vois 4 causes de risque. Bon, alors, partons de l'intelligence artificielle. Bon, il y a un pari qui est fait par les investisseurs, c'est que les investissements massifs que nécessite l'intelligence artificielle amèneront une rentabilité du capital pour les entreprises qui font ces investissements. Et pourquoi en douter alors? D'abord par le caractère massif. Alors il y a une étude de Mercer qui montre que les boîtes de l'IA, d'ici 2030, vont devoir investir 15 000 milliards de dollars. Et c'est quand même beaucoup. Prenez OpenAI comme exemple. OpenAI a annoncé 1500 milliards de dollars d'investissement dans les 5 ou 6 prochaines années. Ils ont 12 milliards de revenus cette année, et ils ont probablement, alors on n'a pas toujours les comptes du quatrième, mais ils avaient 19 milliards de pertes sur les 3 premiers trimestres de l'année. Et leur capitalisation boursière, c'est 500 milliards de dollars. Bon, il y a quand même, les additions ne vont pas, quoi, je veux dire. Oui, mais en 2030, à partir de 2030, OpenAI sera super rentable. C'est pas sûr. Ils annoncent d'abord que leurs pertes vont augmenter dans les prochaines d'année en année. Jusqu'au jour où... Oui, mais c'est pas sûr. Ça dépend de l'organisation du marché de l'intelligence artificielle. Et puis, est-ce que OpenAI va survivre? Je veux dire, on sait que ChatGPT est très, très menacé par Gemini 3, le logiciel de Google. Peut-être que ce ne sera pas le succès qu'on attendait. Voilà. Et puis, ça dépend aussi de savoir s'ils pourront monopoliser l'intelligence artificielle. Ça fait des résultats et des profits supplémentaires pour tout le monde. Simplement, ces profits sont normalement localisés plutôt sur les boîtes utilisatrices d'intelligence artificielle et pas sur les boîtes qui produisent des logiciels. Alors, est-ce qu'ils pourront capter les profits qui seront normalement faits par les utilisateurs? Donc, voilà. Et puis, quand on regarde globalement le marché des actions américaines, moi j'utilise le CAPE de Bob Shiller, de Robert Shiller. Le CAPE, vous savez, c'est le PER rapporté à la moyenne du PER sur 10 ans. Le CAPE a 3 pics dans l'histoire, 1929, 1999, 2000 et aujourd'hui. Et ces 3 pics à peu près au même niveau. Alors, il y a de quoi être inquiet quand on... Le marché américain est extraordinairement cher, et à nouveau, il fait le pari que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle soit ne seront pas nécessaires, parce que Google nous dit qu'ils font beaucoup d'économies avec leur nouveau modèle sur la consommation d'électricité, sur les achats de semi-conducteurs, le GPU, etc. Donc soit il y aura moins d'investissements que ce qu'on envisage aujourd'hui,
soit il y aura une déception quant au... Et s'il y a déception, ça veut dire que potentiellement il y aura correction il y aura sur les valorisations. Il y aura correction, et puis peut-être il y aura disparition de certains acteurs de l'IA au profit d'acteurs plus efficaces. Enfin, j'imagine pas Nvidia disparaître, ça. Je veux dire. Ah non, Nvidia c'est un fournisseur. Voilà. Mais peut-être c'est les fournisseurs de l'IA. C'est Nvidia, c'est Apple qui va vendre des portables, hein. Et puis c'est les vendeurs d'électricité, les vendeurs d'eau, les vendeurs de réseaux électriques. Donc, premier risque. Le second risque, c'est la dette privée. Alors, peut-être que certains auditeurs ne sont pas au courant complètement du marché, l'extension du marché des dettes privées. C'est un marché d'une dette qui n'est pas bancaire, qui est faite par des fonds directement aux entreprises. Et qui n'est pas cotée sur les marchés. C'est une dette privée, donc c'est des financements. Un fonds finance un projet d'entreprise, et c'est entre deux. La dette privée, c'est 3 000 milliards de dollars en encours aujourd'hui, hein, au premier semestre 2025. C'est une croissance de 15% par an, alors que la dette bancaire ne croît que de 3% par an. Et donc, progressivement, ça devient le mode normal de financement des entreprises au détriment des banques. Et where is the problem ? Alors, le problème, c'est que la dette privée est de mauvaise qualité. Donc, il y a des études très intéressantes de banques d'investissement américaines qui montrent que les entreprises qui se financent sur la dette privée, ont un levier d'endettement nettement plus élevé que les entreprises qui se financent sur la dette bancaire, et deux, ont une rentabilité nettement plus faible que les entreprises qui se financent en dette bancaire. Donc vous cumulez les risques, marché en expansion rapide qui concentre des entreprises très endettées et peu rentables. Et donc il peut y avoir de la il peut y avoir des défauts, il peut y avoir voilà. Et donc c'est un marché un peu de type. Alors c'est pas du tout un marché il n'y a pas d'innovation technologique, hein, et puis ce qu'on appelle les covenants, c'est-à-dire les accords qui lient le taux d'intérêt que fait à la situation financière des emprunteurs sont de plus en plus light, c'est-à-dire il y a de moins en moins de covenants associés à la dette privée. Donc dette privée, un deuxième risque. Les cryptos. Alors les cryptos. Je ne parle pas des stablecoins. Les stablecoins, c'est un risque de souveraineté monétaire, mais normalement, et surtout avec la nouvelle régulation américaine, hein, les stablecoins sont investis en titres du Trésor des États-Unis. Donc en fait, c'est une machination du Trésor des États-Unis pour assurer le financement de ces déficits publics énormes, hein, en gros. C'est pour rafler l'épargne des émergents. Enfin, les stablecoins, normalement, ce n'est pas dangereux. À nouveau, s'ils appliquent la régulation. Non, c'est les cryptos habituels. Crypto, ça vaut rien, fondamentalement. Ça vaut 90 000 $. Ça vaut 87 000 hier. Ça valait 123 000. Le Bitcoin, ça valait 123 000. Le Bitcoin fait des yo-yo, hein. En 2021, c'était 61 000. En novembre 2022, c'était 16 000. On est monté à 123 000 et on est à 87 000. Mais ça peut tomber à zéro, quoi. C'est-à-dire, s'il y a une défiance, s'il y a des gens qui commencent à vendre, etc., ça peut tomber à zéro. Alors, ça fait quand même 1800 milliards de dollars, quoi, l'encours de Bitcoin. Si ça tombe à zéro, c'est comme une perte de richesse considérable. Donc, je suis pas à l'aise avec cet actif, je l'ai jamais été, parce que ça sert à rien, honnêtement. C'est complètement spéculatif. Ça n'est pas utilisé pour les transactions, c'est utilisé comme réserve de valeur spéculative. Voilà, donc c'est bon. Et puis on a eu des chocs déjà. Bon, moi je pense que ça devient suffisamment gros pour qu'il y ait un risque macroéconomique. Et puis le dernier risque, c'est le cycle de la réglementation bancaire. Aux États-Unis, de la déréglementation. Alors, oui, aux États-Unis surtout, un petit peu en Europe. Alors, aux États-Unis, on allège les stress tests des banques, on réduit les ratios de fonds propres exigés par les banques, et donc... Comme ça, elles prêteront plus à l'économie. Oui, l'idée, c'est de développer le financement de l'économie au moment où l'économie américaine investit beaucoup dans l'IA.
Bon, il y a toujours eu un cycle de la réglementation. Quand il y a des crises, on réglemente. Et puis quand on n'a pas eu de crise pendant plusieurs années, on déréglemente. On a déréglementé dans les années 2000, ça a abouti à la crise des subprimes. Donc on a re-réglementé, on a vu les ratios qui sont passés de BAL 1 à BAL 2, BAL 3, etc. Et puis aujourd'hui, on commence à déréglementer parce que ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu de crise financière. Bon, il n'y a pas beaucoup de signes. Il y a des petites banques qui ont craqué aux États-Unis, mais enfin, c'était des toutes petites banques, mais il n'y a pas de signe de craquement des grandes banques. Les grandes banques américaines sont assez profitables, mais bon, on sait que cette déréglementation va s'accélérer et que dans quelques années, probablement, il y aura une grande banque qui sera en difficulté, comme on l'a vu en 2000. On voit bien les causes, Patrick, mais cette crise financière, à quel horizon, même si les causes, théoriquement, on peut les entendre? Alors, la dette privée, c'est à la prochaine récession. Parce que, bon, tant que ça va bien, et surtout aux États-Unis, il n'y a pas de défaut majeur sur la dette privée, donc c'est à la prochaine récession. L'IA, ça sera un choc sur le marché actions, en particulier sur les actions de la tech. Une chute de marché des actions, ça n'a jamais fait une profonde récession. En 2020, la croissance des États-Unis, c'est 1%. Il faut une crise du crédit, il faut une crise de l'immobilier pour avoir une vraie récession. Donc il y aura une correction sur les actions de la tech, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais c'est pas gravissime pour l'économie mondiale. Les cryptos non plus, c'est pas gravissime, c'est une perte de richesse. Donc le plus grave, c'est... la déréglementation, on est au début d'un cycle de déréglementation, donc c'est dans quelques années, mais c'est probablement le plus grave qui se fait. Rien pour 2026, a priori, en tout cas. A priori, peut-être une correction sur les valeurs de l'IA, sur la tech américaine, mais à nouveau, ça sera une perte de richesse pour des gens qui peuvent supporter cette perte de richesse. Donc, pas de crise financière globale en 2026, mais une inquiétude surtout sur la déréglementation bancaire. Allez, merci beaucoup. Point de vue fini. Patrick Artus, conseiller économique d'OSIA. Merci, Patrick. Merci, David.